Bonjour à tous, bienvenue dans le tumulte infernal du Caire les amis, où je vous accueille. Et encore j'essaie de trouver un endroit pas trop bruyant, parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo tout à fait particulière. On va parler de la démographie, la folle démographie égyptienne, vous allez voir. On va aborder les chiffres absolument pharaoniques qui donnent le tournis. L'Égypte aujourd'hui, c'est 107 millions d'habitants, avec le Caire et Gizeh qui en combinent à peu près 45 millions. Il faut bien garder ça en tête. Le Caire et Gizeh, c'est 45 millions d'habitants. Et au niveau de l'Égypte, il faut savoir que 95% de la population est concentrée sur seulement 5% du territoire. Bon, je me suis un petit peu éloigné pour vous faire le reste de la vidéo parce que je ne pense pas, les amis, qu'avec autant de bordel, vous auriez aimé que j'y fasse toute la vidéo. Donc cette réalité égyptienne démographique, elle exacerbe les défis liés à la surpopulation, les embouteillages, la détérioration des services publics et la forte pollution de l'environnement dans les grandes villes du pays, en particulier bien entendu la capitale, le Caire. Les gouvernements égyptiens successifs, y compris l'actuel, ont qualifié la croissance démographique rapide de l'Égypte de menace pour l'économie nationale et d'obstacle aux perspectives de développement et de prospérité du pays. Cela aboutit à un discours officiel décrivant la croissance démographique de l'Égypte comme une sorte de bombe démographique à retardement. Il faut comprendre que malgré les chiffres officiels qui sont en deçà de la réalité, on peut considérer que la zone métropolitaine du Grand Caire comprend actuellement environ 45 millions d'habitants. Mais au-delà de ces chiffres qui donnent vraiment le tournis, eh bien, il faut comprendre que le Caire, c'est la ville qui a la plus forte croissance démographique au monde. 500 000 habitants, oh la vache! 500 000 habitants de plus chaque année. Chaque année, 500 000 habitants de plus. C'est absolument fou. Pendant 30 ans, de 1981 à 2011, le président Hosni Moubarak a abordé cette question avec force en prêtant une attention toute particulière à la santé des femmes et des enfants, en réduisant les risques de grossesse non désirée, d'avortement à risque, de mortalité maternelle et infantile. Car en effet, celles-ci sont généralement beaucoup plus répandues dans les zones rurales qui souffrent le plus des trois difficultés interdépendantes que sont la pauvreté, l'analphabétisme et la maladie, tout en ayant aussi simultanément les taux de natalité les plus élevés. Alors il y a eu de vastes campagnes médiatiques, en particulier à la télé, utilisant des acteurs, des actrices, des chanteurs populaires qui ont été lancés pour bousculer les attitudes et les comportements du peuple égyptien, mettant en avant le fait qu'avoir moins d'enfants aide à une meilleure santé et permet de mieux conserver la beauté féminine. Mais malgré ces efforts, eh bien, les résultats n'ont pas été satisfaisants car le taux de croissance démographique s'est poursuivi à un rythme rapide, très rapide. Lorsque Moubarak a pris ses fonctions en 1981, à la suite de l'assassinat du président Sadat, la population égyptienne était estimée alors à 44,5 millions d'habitants. Donc c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Il y a 41 ans, les amis, eh bien, la population de toute l'Égypte, c'est la population du Caire et de Gizeh d'aujourd'hui. Et lorsqu'il a été évincé de ses fonctions en 2011, la population égyptienne était passée à près de 84 millions d'habitants, soit une augmentation de 1,3 million d'habitants chaque année. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est 107 millions. Donc vous l'avez compris, et ça veut dire qu'en seulement 11 ans, l'Égypte a augmenté, enfin la population égyptienne pardon, a augmenté de 20 millions d'habitants, ce qui veut dire qu'on a une croissance au niveau du pays. Avant on parlait du Caire qui est à 500 000 par an, au niveau du pays on est à 1,6, 1,7 millions d'habitants en plus chaque année. Pourquoi les politiques n'ont-ils pas réussi à modifier les comportements concernant le nombre d'enfants souhaités et l'utilisation de la contraception ? Par exemple, le discours du gouvernement égyptien qui dépeint la famille à 2 enfants comme étant une taille de famille idéale se heurte à la fois aux valeurs d'une culture rurale conservatrice qui met l'accent sur les familles nombreuses comme source de statut et d'autorité, ainsi qu'à la réalité économique dans laquelle, j'ai envie de dire, les familles nombreuses sont nécessaires afin de réduire la pauvreté parmi les foyers les plus nécessiteux. Il y a donc une réelle inefficacité, voire déconnexion entre le discours des campagnes médiatiques et les publics ciblés. Mais bien que le taux de fécondité par femme égyptienne soit passé de 6,6 en 1960 à 3,2 en 2022, grâce à l'urbanisation accrue, l'éducation et l'emploi des femmes, le taux global de croissance de la population continue d'être élevé. En Égypte, le nombre de femmes de moins de 20 ans constitue environ 20% de la population totale du pays. Et avec une telle dynamique, le nombre total de naissances continuera d'augmenter, même si le taux de fécondité par femme continue quant à lui de baisser.
Ainsi, on estime que le pays comptera 160 millions d'habitants en 2050, dont 40%, soit plus de 65 millions d'habitants, qui devraient se trouver dans la mégalopole des gouvernorats contigus, donc du Caire et de Gizeh. 2050, certes, ça semble lointain, mais on est presque à mi-chemin entre l'an 2000 et l'an 2050, aujourd'hui en 2022, alors qu'en l'an 2000, on se serait dit que 2022, c'est dans très très longtemps. Non, démographiquement, c'est presque du court terme. L'Égypte est face à une situation où le président Al-Sisi semble ne pas mener les bons projets, ou ne pas avoir la vision la plus vertueuse pour son pays. L'Égypte souffre non seulement d'une pénurie d'infrastructures de base, telles que l'éducation, le logement, les établissements de santé, mais également est confrontée à une pénurie de pilules contraceptives que le pays a pourtant promis d'utiliser dans sa campagne, visant à freiner la croissance démographique. L'offre de méthodes contraceptives, pilules et services tels que les cliniques de planning familial est toujours largement inférieure aux besoins. Et à côté de cela, le pays connaît depuis 7 ou 8 ans, grosso modo depuis 2015, un développement sans pareil. Le développement, ici, il passe par des infrastructures de transport, comme le train à grande vitesse qui va bientôt relier Alexandrie à Assouan. Il y a une augmentation des axes routiers aussi, qui va passer de 2 fois 6 voies à 2 fois 8 voies, dès que c'est possible, autour du Caire. Mais bien entendu, cela se fait aux dépens de la population, car pour pouvoir développer ces axes routiers, eh bien tout simplement, on a rasé des buildings, on a délogé les gens, on les a dégagés, on les a relogés en général dans ce qu'on appelle la ville du 6 octobre, qui est ici sur la rive ouest du Nil. Donc oui, voilà, on démolit des immeubles, on déloge les gens pour pouvoir augmenter les axes routiers. Et pour soulager la pression démographique sur le Caire, le gouvernement égyptien a construit de nombreuses nouvelles villes à travers le pays, telles que New Suez, New Galala, New Ismailia. En tout, ces 8 nouvelles villes, grammaire oblige, ce sont 8 nouvelles villes qui ont été ainsi construites depuis 2014 dans l'espoir d'accueillir un total de 17 millions à 20 millions de personnes environ. Et parmi tous ces projets absolument pharaoniques, il y en a évidemment un qui truste la tête du podium, c'est le projet du Nouveau Caire, qui est une nouvelle capitale administrative à ne pas confondre avec le Nouveau Caire, qui est aussi un nom de quartier ici au Caire. Bonjour mademoiselle. 50 km à l'est du Caire, ce projet coûtera 60 milliards de dollars, sans compter les retards et les dépassements de budget. Et ce sera pour la moitié financé par un fonds d'investissement semi-privé appartenant à l'armée égyptienne. Cette ville, elle a pour projet d'accueillir quant à elle 7 millions d'habitants. Ce sera une ville luxueuse, verdoyante, articulée autour d'une rivière et de parcs dont la superficie sera 2 fois supérieure à celle de Central Park. Donc c'est vraiment un projet ahurissant, surtout compte tenu du fait que le gouvernement affirme qu'il n'y a pas de ressources et de richesses disponibles dans le pays en raison du taux de croissance trop rapide et qu'il est presque impuissant face à l'extrême pauvreté d'une grande partie de la population. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme partout, quand on le veut vraiment, on trouve toujours du temps, des cerveaux et de l'argent. Alors ça a l'air sympa tout ça, enfin oui, pas forcément. Pourtant, alors que la population croît de manière effrénée et fait face à des manquements terribles pour son quotidien, ce projet de nouvelle ville, de Nouveau Caire, n'a pas vocation à vraiment aider l'Égypte populaire. Parce qu'en effet, ce Nouveau Caire, il ne va finalement servir qu'à accueillir des institutions étatiques, gouvernementales ou militaires, ainsi que tous leurs employés. Ou alors des gens très aisés, voire très riches. Et pour les dernières habitations dispo, les prix de vente des nouveaux appartements sont tellement élevés qu'ils seront accessibles qu'à toutes ces castes beaucoup plus riches, déjà loin des préoccupations du peuple qui, de son côté, souffre. Mais la raison principale qui a motivé cette démarche, c'est une démarche aussi quasi dictatoriale. Après les révolutions de 2011 et 2013, lors desquelles le peuple avait envahi la place Tahrir et mis à mal les institutions situées juste à côté, le président Al-Sisi, pas con, il s'est dit qu'il valait mieux éviter ça. Et donc quoi de mieux que balancer tout ce qui touche de près ou de loin à l'État à 50 km dans le désert, à l'est. C'est une sorte presque de recette miracle pour s'assurer qu'aucun putsch ne lui tombera sur la figure. Donc la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette folle croissance démographique est une malédiction pour le pays ou si tout simplement c'est une bénédiction que l'on n'a pas encore été capable d'exploiter. Vous voyez ce que je veux dire ? Le premier constat pour savoir si c'est une bénédiction ou une malédiction, c'est l'échec des gouvernements égyptiens successifs
à élaborer ou vouloir élaborer des politiques de développement adéquates servant le peuple, en particulier les jeunes, dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du logement ou de la santé. Cela a conduit certains analystes à prédire que le contrôle de la croissance démographique de l'Égypte n'empêchera pas son niveau de pauvreté croissant, car la question de la pauvreté d'un pays ou de son développement économique, en fait, il est beaucoup plus complexe et hétérogène que la taille de sa population. La Chine, par exemple, le pays le plus densément peuplé au monde, est certainement un exemple excellent à cet égard. Le deuxième constat, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel en Égypte. 60% de la population a moins de 30 ans. Pour nos pays européens qui sont en vieillissement, où il y a des problèmes de renouvellement, oui, des générations, ici en Égypte, non. 60% de la population a moins de 30 ans, c'est une chance absolument exceptionnelle et ça renvoie à ce que je disais à l'instant, c'est que peut-être cette folle croissance démographique est une bénédiction qui n'a pas encore réussi à être canalisée, catalysée et exploitée. Moins de 30 ans, c'est une tranche d'âge qui est une ressource vitale, qui doit être cultivée pour construire un avenir meilleur. Le gouvernement égyptien doit donc au plus vite réajuster ses priorités politiques et les décisions concernant les principaux problèmes de développement et proposer une vision alternative, enfin une vraie vision vraiment alternative pour ce pays qui malgré tout va de l'avant à vitesse grand V. À moins que ces changements n'aient lieu, nous continuerons d'assister à cette espèce de cercle vicieux d'insatisfaction réciproque et surtout de frustration partagée entre le gouvernement et les citoyens, ce qui ne fera qu'ajouter aux défis pesants sur l'Égypte qui s'occidentalise et creuse le fossé entre les riches et les pauvres, et enfin plutôt les très pauvres, avec plus de 30% de la population sous le seuil de pauvreté. Certains aspects importants également doivent être abordés dans ces nouvelles stratégies qui comprennent la lutte contre la corruption gouvernementale qui est un véritable fléau, mais aussi la réglementation de ses dépenses, l'éradication de l'analphabétisme, l'amélioration d'un système éducatif très détérioré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le développement des opportunités d'emploi, bien entendu, pour les jeunes Égyptiens dont on a parlé avant, afin qu'ils cessent d'être un fardeau pour l'économie et que cette malédiction en fait se transforme en bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, ça veut dire un réajustement des investissements colossaux qui sont déjà faits pour que ces derniers puissent concerner enfin le peuple et la manière dont il vit au quotidien, ainsi que sa santé. Et donc pour conclure cette vidéo, les amis, eh bien, on peut se dire que tant que le gouvernement égyptien n'aura pas réussi véritablement à mettre en place de réelles stratégies pour exploiter cette population, cette croissance démographique, eh bien, il n'y aura pas vraiment de gagnant dans ce bras de fer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y aura toujours un perdant tant qu'il n'y aura pas de solution trouvée. Et ce perdant, malheureusement, c'est le citoyen égyptien. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, eh bien je vous donne bonjour, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles publications. D'ici là, je le garde. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao.